Bonjour, c'est Mike Adebran, je suis avec Chris Darkis. Bonjour, Mike. Bonjour à toi. Donc parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors il y a Chris Darkis TV, il y a la Gazette de Rennes-le-Château avec Joanne. Donc parle-nous un petit peu de ce parcours-là et comment tu t'es intéressé justement à Rennes-le-Château et à vouloir faire aussi cette chaîne et puis la Gazette de Rennes-le-Château. En fait, je m'intéresse depuis toujours à l'histoire et à l'archéologie et je pratique régulièrement le yiking, la numérologie et le tarot dit de Marseille. Et c'est justement par le tarot que j'en suis venue m'intéresser à l'affaire dite de Rennes-le-Château. Et avec un ami qui pratique également le tarot, on en est venu à déceler des éléments liés à la région de Rennes-le-Château, à certains éléments contenus dans les arcades, dans les 22 arcades magiques. Donc on a développé une hypothèse qui nous mène sur des lignes bien précises. Le plus important c'est celle qui est un peu l'épicentre d'un codage, d'un double codage que nous situons d'abord templier et ensuite hospitalier et qui nous mène vers un endroit où il y aurait un dépôt templier qui se situe à 49 décamètres du Bugarach, du pont romain du Bugarach. Et donc le livre est paru en 2016 et entre-temps je me suis intéressée à l'histoire de la région qui est passionnante, à l'histoire de Rennes-les-Bains, car c'est un village qui me tient à cœur, et bien sûr à l'abbaye Boudet. Et c'est lors de mes recherches que j'ai pris connaissance de l'existence de Claudia Procula, ou plutôt Procula de la Gens Claudia, épouse de Ponce Pilate, romaine de Narbonne, qui se devait de connaître Rennes-les-Bains, car c'était une station thermale très connue à l'époque, et qui, on le sait maintenant par un verset de Matthieu, a tenté de sauver Jésus en envoyant un messager en plein procès public pour dire à son époux qu'elle avait fait un songe au sujet de Jésus et que donc il fallait le faire contre ce Christ. Malheureusement, la fatalité a fait que Ponce Pilate. Parce qu'elle est protectrice en fait de Jésus. Voilà. Et que Ponce Pilate malheureusement a dû condamner Jésus et voilà. Mais bon, l'idée quand même c'est peut-être qu'il l'a préservé pour qu'il. Ça, c'est une autre hypothèse. Et en fait, ça m'a ouvert une porte sur Jésus, le féminin et Marie-Madeleine. Parce qu'en fait, bien sûr, j'étais consciente que Rennes-le-Château est devenu un centre de convergence et de fixation du culte de Marie-Madeleine. Tu le vois bien, il y a des femmes du monde entier qui viennent là-bas pour se connecter à travers elle au féminin ancestral. Mais il me fallait quand même autre chose. Alors bien sûr, la Bessonnière, qui a construit l'église et construit son domaine sous l'égide de Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, il faut le savoir, elle est la patronne du village, l'église est placée sous son vocable. Et ça, il y a beaucoup de lieux en France et à l'étranger qui sont placés sous Marie-Madeleine. Voilà. Petit à petit aussi, je commence à faire la distinction entre l'affaire de Rennes-le-Château et le phénomène Marie-Madeleine, qui a été déclenché par l'énigme sacrée en 1982, mais qui quand même aurait dû normalement s'assoupir. Et là, on se rend compte qu'il se développe, il s'ancre durablement. Et maintenant, dans Rennes-le-Château, il y a beaucoup de femmes qui vont dans d'autres lieux liés à Marie-Madeleine, des lieux plus traditionnels, comme la Saint-Maximin, Vézelay. Et puis aussi un endroit dont on parle peu, mais qui est non loin d'ici, la presqu'île de Maguelone. Il y a Notre-Dame de Marseille aussi, il y a Quercé. Oui, mais il n'y a pas un lien avec Marie-Madeleine. Voilà, c'est surtout le féminin là-bas. Et la Bessonnière, on se rend compte que dans l'église et dans le domaine, il a représenté toutes les facettes liées à Marie-Madeleine. Tu as la Marie-Madeleine ermite, sous l'autel, dans la Seine-Baume. Tu as Marie-Madeleine représentée par la Dame de la tour Magdala. Tu as Marie-Madeleine en royauté qui oint Jésus dans le vitrail de l'église. Tu as la Marie-Madeleine traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une statue où il y a le vase, les cheveux, le vase, le livre et le crâne. Et donc tu te rends compte qu'il a voulu faire de
Rennes-le-Château, un sanctuaire à ciel ouvert dédié à Marie-Madeleine. Et bravo, ça, c'est exactement ce qui est arrivé. Pourquoi l'arc de Roseline, Alors Roselyne, c'est différent. C'est parce que à partir de Serres, on fait partir un méridien qui se dirige dans la direction du garage et on le décèle dans l'arcane 12, la route, sur un personnage qui s'appelle et Roselyne parce que il y a un personnage important dont on parle pas. On parle beaucoup des Templiers, mais on parle peu des Hospitaliers. Et à l'époque où les Templiers ont été victimes de la rafle organisée par Philippe le Bel, il y a un personnage qui faisait partie de l'ordre des Hospitaliers qui a joué un rôle important qui s'appelle Élion de Villeneuve. Et Élion de Villeneuve, c'est le petit frère de Roseline de Villeneuve qui est décédé le 17 janvier 1329. Et dans notre hypothèse, on pense que la fameuse Roseline a été nommée d'après Roseline de Villeneuve, en son hommage, parce que la Roseline a été créée, c'est ce qu'on pense, par les Hospitaliers. En ce qui concerne justement le Rennes-le-Château et ce mystère lié au secret, quel est ton avis, ou tu as changé peut-être d'avis par rapport à avant, ou ce que tu considères maintenant comme un mystère ou un secret peut-être? Alors bon, c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser en 2006. Bon, comme tout le monde, j'étais un peu comme happée par l'égrégore qui se dégage du lieu qui est à côté de ça. Et donc, comme tout le monde, j'ai tendance un petit peu à avoir des mystères un peu partout. Là maintenant, je vois les choses avec beaucoup plus de recul. Il y a les faits, ce qu'on en fait, ce qu'on peut en faire et ce qu'on voudrait en faire. Alors, bien sûr qu'il y a des mystères, mais l'origine des fonds de la Bessonnière, pour moi, il a eu des noms. Et aussi cette histoire de souterrain qui a été partiellement dévoilée en 2018 dans une publication. Je pense qu'il y a eu à un moment donné un dépôt qui a été caché par les prêtres de la région au moment de la Révolution. Ils l'ont mis là-bas et ils pensaient y revenir. Et malheureusement, beaucoup sont restés en Espagne, ou sont décédés. Et donc, ce petit trésor qui était constitué d'archives, de documents, d'objets religieux, et peut-être, on m'a même parlé de meubles, en fait, ils sont restés là. Et la Bessonnière a dû avoir des indications. Donc, il est allé dans ce souterrain. Il a prélevé au fur et à mesure de ses besoins de l'argent. Si c'était des objets, après, il fallait les vendre. Donc, ça explique ses déplacements. Et puis après, apparemment, il y a eu un mouvement de terrain et puis l'entrée est obstruée et maintenant c'est fini. Il dit qu'il y aura un secret du Vatican, des reliques sacrées qui auraient être cachées, et donc il aurait été peut-être payé par le Vatican pour ce faire. Alors, ce qu'on est sûr, c'est qu'il a découvert des documents. Ça, les témoins oculaires l'attestent. Et à mon avis, c'est là où il a posé. Il y avait un nouveau acteur du Vatican qui s'occupait de l'église de Rennes-le-Château récemment. D'accord. C'est quand même assez étrange. Ah oui, non, mais je pense que C'est encore tenu, quoi. les documents ont existé. Alors, la personne qui a dit, c'est que la personne qui aurait établi des calques. Après, on ne sait pas si c'était la vérité ou alors il a gardé les. Ça, on n'en sait rien. Mais il doit avoir un contenu de toute façon important. Ça, c'est une première chose. Après, il y a peut-être un code dans les constructions de la Bessonnière. C'est basé sur le chiffre 22. Hein, comme le 22 juillet. Mais après, l'idée quand même, à l'époque, on voit qu'il y a d'autres prêtres dans la région qui ont voulu construire des lieux importants. Il y a le Boulou, je ne sais pas si tu connais, le monastère qui a été d'humanité, où il a été dynamité en 1956. Et tu as deux grottes de même importance, une à Jésus et une à Marie-Madeleine. Et celle de Marie-Madeleine a été préservée. Il y a Notre-Dame de Crau, c'est un sanctuaire de la montagne humaine. Il y a Notre-Dame de Marseille et d'autres. Donc il y avait, à la fin du 19e siècle, de toute façon, il y a eu un intérêt pour la Vierge Marie et pour Marie-Madeleine. Le père Lacordaire, qui a consacré beaucoup de temps et d'énergie, il a fait des recherches sur Marie-Madeleine, il a écrit des ouvrages, et après il a même aidé à la rénovation, ou du moins à remettre un peu
s'appelle le sanctuaire de la Sainte-Baume. Donc les prêtres, notamment du sud de la France, s'intéressaient au féminin et à Marie-Madeleine. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport peu le fond entre l'abbé Gillard, qui est en Poissagnon, l'église du Graal, et justement l'abbé Saunière? Tu connais un petit peu le Oui, et j'y suis travail, allée. voilà. Et j'y suis allée. Et c'est vrai que j'y suis allée une fois, parce que j'avais d'autres choses à visiter dans le secteur. Et c'est vrai que là, quand on regarde bien en termes de chronologie, on se demande si la mystification qui a été articulée autour de l'abbé Saunière, on dirait que l'abbé Gillard avait un peu le même parcours. Il arrive, il n'a pas d'argent, il rénove son église, voilà. Et bon, alors après, ce qui est intéressant, mystérieux, c'est qu'à Rennes-le-Château du Ménurel, ça fleurit. Voilà, il y a Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et du garage, le fameux triangle au pouvoir, le concept que j'ai lancé. Et c'est vrai. Et ailleurs, ça marche, bon, Brocéliande bien sûr, mais bon, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. À mes yeux, le vrai secret historique de la région de Rennes-le-Château, il se trouve à Montségur, en 1244, les Cathares. On sait qu'ils ont évacué un égout. C'était des gens qui n'étaient pas matérialistes, ce sont des musulmans. On sait qu'ils ont une trêve pour rapport des captifs. Et que 4 personnes ont évacué ce égout. Là, par contre, c'est historique. Alors, justement, les recherches qui ont été faites dans un canal, dans le Graal-Pierre, ce qu'on appelle le Graal-Pierre, la compagnie de Floran, à l'époque, Tarascon, je sais pas, Ariège, et puis toutes les grottes en fait, qui y avait, les Déillac, tout ça. Ça t'a intéressé aussi? Bethléem, Ornolac. Oui, les grottes de Lombrive, oui, bien sûr. Autorolle, c'est un personnage intéressant parce qu'il y a diverses versions. Soit il a été missionné par Himmler, ou alors il s'intéressait déjà à la région. Et Himmler en a profité parce qu'Himmler s'intéressait beaucoup à la région. Pourquoi? Parce que, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il pensait qu'il descendait d'une lignée de femmes qui avaient été brûlées en Ariège. Il s'intéressait à tout ce qui était Qatar, femmes, c'est bizarre d'ailleurs. Et après, il y en a d'autres qui pensent qu'Autoran s'intéressait carrément à Rennes-le-Château. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il ne le cite jamais Autoran dans le château. Non, Et quand il passe, c'est bizarre. c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est vrai qu'il a signé dans Ségur à Montsalvache, à Montsalva, à Montserrat, parce qu'il y avait une expédition à Montserrat. C'est très étrange. Et le travail de Gadal avec les polaires aussi. Ouais. Les polaires qui sont venus dans les années 30, voir tous ces drogues et tout ça. Non, mais les Allemands, ça s'intéressait à ça. Pourquoi? Parce que, bon, après, ils Les polaires, c'était italien, mais c'était proche en fait. ils voulaient éradiquer le christianisme et revenir au paganisme. Donc, ils voulaient trouver des traces de la tradition primordiale, finalement. Donc, Ce qu'on appelle le christianisme positif. ouais. Voilà. Je n'ai pas trop exploré ces pistes-là, mais c'est vrai que c'est un fait qui s'intéressait à ça. Bon, après, on sait que, d'ailleurs, c'est les aventuriers de l'Arche perdue. L'air est allé même jusqu'à Barcelone, Montserrat, tout ça. Mais il s'intéressait à la région. Tout ce qui est templier, on parle de Martigny, de Gisors, de tous ces lieux donc intéressants. Tu peux nous en parler de tes recherches sur ces lieux-là? Les Templiers, ça m'a toujours intéressé. Et après, justement, à travers Rennes-le-Château, ce qui m'intéressait aussi, c'est justement les hospitaliers. On en parle peu, et pourtant ils sont extrêmement intéressants, parce que non seulement c'était des moines soldats, mais en plus ils soignaient. Et quand ils ont récupéré les archives et les commanderies des Templiers, c'était un cadeau empoisonné, parce que ça leur a coûté très cher. Ils y ont consacré beaucoup d'énergie. Et donc après, mais je pense qu'ils ont voulu probablement, sous l'égide du pape, préserver quelque chose. Et d'ailleurs, dans la région de Rennes-le-Château, l'ordre de l'hôpital était plus représenté que les Templiers. Les Templiers, il y avait quoi? C'est pas une commanderie, c'était une préceptorie qui était à Campagne-sur-Rhône. Et on ne peut pas dire que l'ordre était représenté vraiment à Rennes-le-Château. Par contre, les hospitaliers, ils avaient un point important qui était Lambert du Turin. Alors le lien aussi que tu as fait, c'est que l'abbé Saunière est
presque, enfin, le trésor, est devenu un mythe presque d'arrière-garde, et maintenant c'est plutôt Isis, Marie-Madeleine, qui revient en force, on va dire. On parlait un peu cet état de fait. Oui, bah, ça, je l'ai noté parce que de plus en plus on fait une séparation. Il y a aussi deux mondes différents. Tu as le monde des chercheurs qui sont encore là pour Les la anciens. Bessonnière, les anciens, bon là bah, avec l'âge et avec. Jean-Pierre Montez. Oui, bien sûr, Jean-Pierre et tant d'autres. Et toute la génération qui est venue Jean-Luc après. Chaumeil. Voilà. Mais bon, et après, à côté de ça, il y a un autre monde plutôt féminin qui vient pour Marie-Madeleine. Et donc, bon, ils se côtoient, mais c'est quand même deux quêtes différentes. Et je pense que plus le temps va passer, l'intérêt pour la Bessonnière va diminuer et l'intérêt pour Marie-Madeleine va perdurer. Et maintenant, Marie-Madeleine, bon, on a déjà étudié toutes les facettes de Marie-Madeleine. Alors, on se rend compte que elle fusionne toutes les déclinaisons des anciennes déesses. C'est pour ça que maintenant les gens s'intéressent à Isis, Nephthys, qui prend une place importante, Inanna. Voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est un peu comme une incarnation d'une déesse mère. Elle est multiple et elle est une. Et c'est bien finalement, parce qu'à travers Marie-Madeleine, je sais pas, d'abord ça fait du bien, ça amène une nouvelle énergie. Et c'est vrai que c'est la dame de la région maintenant. C'est la dame de Provence, mais c'est la dame de Rennes-Château. D'ailleurs, les commerçants me le disent, ils vendent beaucoup plus de choses sur Marie-Madeleine que sur Rennes-Château. C'est presque toutes les recherches qui ont été faites justement par Charivari, par Jean-Luc Chaumeil en 1974 sur le prix Révolution, c'est devenu quelque chose presque pour les initiés. Il y a toute une nouvelle génération en fait qui ne connaît pas. Justement, les gens qui ont ton âge, de ta génération, je trouve que vous intéressez à Rennes-Château, mais d'une façon différente. La vibration est en train de changer. Mais le lieu fascine, il n'y a rien à faire, les gens qui vont là-bas. Alors d'où ça vient? Je pense qu'il y a des Grégor. Il y a des Grégor. Alors l'escalier naturel où il a été. Je pense que c'est bien. Oui. Donc c'est pas pour rien, on est attiré par le lieu, on revient. Il est resté scotché. Mais à un moment donné, il faut faire attention parce que c'est comme un tableau. Il faut prendre du recul parce que si tu as le regard rivé sur certains détails, à un moment donné, tu perds pied. Il y en a qui perdent pied. Tu vois bien, donc il faut quand même prendre du recul. Aller, revenir. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Sur la Boudé, Rennes Celtique, tu en penses? Alors l'abbé Boudé, j'ai une vision totalement différente. Alors, bien sûr, ce est important, puisqu'il est posé sur cette pierre tombale un livre fermé. Donc ça veut dire un livre qui contient quelque chose. Donc c'est vrai que son livre il est insolite, mais par contre, si tu regardes le contexte de l'époque, quand on dit oui, l'abbé Boudé a écrit un livre de foi, donc certes, peut-être en Occitanie, mais en fait, il fait partie d'un mouvement qui s'appelle la celtomanie, qui était en vogue à l'époque, à partir du XIXe siècle, il y a eu Lamartine et tant d'autres. Et il y avait en fait, ça vient d'où la celtomanie? C'est qu'après la défaite de 1870, la France avait perdu la guerre, ils n'avaient pas de héros. Ils ont sorti Vercingétorix des limbes de l'histoire, et en même temps, ils ont commencé à s'intéresser aux racines dites gauloises de la France. Et donc la celtomanie est née. Et en fait, il s'agit de trouver dans les noms de lieux, la toponymie, l'histoire d'un lieu et d'une tradition, puisqu'on sait que les Celtes n'ont pas laissé de tradition écrite, elles étaient orales. C'est pour ça que l'abbé Boudé dit que l'histoire est écrite sur les sols. Et donc à partir de là, si on regarde son livre par ce prisme-là, c'est un livre qui n'est pas si fort que ça. J'ai retrouvé d'autres exemples. Alors après, est-ce qu'il a voulu mettre quelques détails dans son cromlech? Pourquoi pas? Mais voilà, il était celtomane. Alors peut-être que ses confrères occitans n'ont pas compris sa démarche. Comment? Il irait bien leur brosse blanc. Eh bien là, on peut rejoindre un peu plus tard l'abbé Gillard. Bon, parce que je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas, l'abbé Gillard, parce qu'il n'était pas originaire de Eh non, bah, il a dû sentir quelque chose. Il a orienté, c'est vrai, son église de façon celtique. Portez-vous en étant dedans.
Dieu qui est allé justement chercher beaucoup de choses bien avant les nôtres. Est-ce que tu penses que travailler Jimmy Dieu Moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Et bon, en plus, malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, mais ça devait être quelqu'un vraiment de. C'est comme Gérard de Sète. Enfin, je regrette d'avoir manqué tous ces personnages qui sortaient de l'ordinaire. À la limite, maintenant, les personnages que l'on qui s'intéressent à tout ça, c'est plus terme, Jimmy Guilleux et autres. Et ce qui se passe, c'est que Jimmy Guilleux, oui, il s'intéressait à des garages, plus d'ailleurs, des garages que Rennes le Château, si je regarde bien. Parler de portes, de mondes souterrains. C'est le premier à en parler. Et puis aussi, mais là c'est une information, il aurait dit à des personnes de son entourage qu'un des lieux les plus cherchés telluriquement, et ben, il se trouve pas loin d'ici, la Couvertoirade. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je tiens assez d'y aller. J'y suis allée, bon, il y a pas mal de touristes en ce moment, mais c'est un lieu. C'est intéressant. Alors tu es aussi, tu t'es occupé de plusieurs festivals, de triangles droits justement. Tu peux nous parler un peu des activités que tu as eues, que tu continues à avoir, puisque tu es marraine en fait du festival Étanche Festival avec Léviane. C'est-à-dire, moi j'aime bien l'événementiel, bon, j'aime bien. Les événements que tu as fait. L'idée pour moi c'était de faire des rencontres, des débats. Voilà. J'aimais bien, moi je suis une femme et c'est un milieu d'hommes là-bas. Et je voulais que les gens puissent débattre sur tel ou tel sujet. Tu mets un sujet sur la table et les gens discutent. Bon, je me suis rendu compte assez rapidement que c'est quand même très égocentré. Et les débats, c'est. Oui, mais tu as mis en avant des personnes qui n'étaient pas mises en avant, comme Rudy, par exemple. Il y a Rudy, oui, ça s'intéresse beaucoup les gens, mais il y a aussi André Goudonnet. Avec cette vision de l'abbé Boudet, c'était très intéressant. Et l'idée c'était qu'on mette un sujet sur la table, et voilà. Bon, l'abbé Boudet, qu'est-ce que vous en pensez? Faire des tables rondes, c'est ce que je voulais. Et après je me suis rendu compte que ces chercheurs ne s'intéressent pas tellement aux autres. Ils s'intéressent à eux, leurs recherches. Alors bon, au bout d'un moment ça m'a fatiguée. Bon, des femmes, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Et du coup, après, donc, heureusement, il y a Johan de la Gazette de Rennes le Château. Donc, il m'a dit, écoute, Chris, si tu as envie, tu peux mettre des articles, tu peux... Et là, j'ai eu l'idée aussi de mettre la chaîne YouTube pour justement faire des reportages et des entretiens. Et bon, ça marche, c'est quand même le site généraliste qui marche le mieux. Johan est ravi. Là, maintenant, en plus, il a plus de temps. Alors, bon, s'est rapproché un peu. Voilà, si tu veux savoir ce qui se passe sur Rennes le Château, les dernières parutions, les dernières nouveautés, tu regardes la Gazette et tu as tout. Parce que les il a autres été sites... d'ailleurs les voir en Macédoine. Il a allé faire un dossier. Ouais, c'est passionnant. Mais j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps dessus, sur la DGI, très intéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà. Oui. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu veux savoir ce qui se passe, tu regardes le site, parce que sinon, tu as d'autres sites de chercheurs qui parlent de leurs recherches. Et la Gazette, c'est le seul site où qui ressemble toutes sortes d'informations. Et voilà, puis en plus, avec Johan, c'est très agréable de travailler avec lui. Et puis après, en événementiel, Démian, j'ai fait venir Démian, c'est comme ça que je l'ai rencontré en 2015 pour Notre Terre des Dieux. Ensuite, le centenaire de la Bessonnière. Ça, c'était. Ça n'a pas été. Ça a bien marché, mais bon, ça n'a pas été facile. Et puis ensuite, et puis après avec l'association OR, on a organisé des symposiums sur 2-3 jours. J'ai dit, bon, j'étais assez sceptique que ça pouvait marcher, mais finalement on se rend compte avec ici, Blandas, que les gens sont prêts à venir 2-3 jours pour s'immerger dans un milieu et voilà, et faire des rencontres, assister à des conférences, 1, 2, 3, en toute liberté. Ce concept-là, comme on voit à Blandas, c'est très bien. Et c'est ce que, je suis vraiment contente d'être marraine de cette première édition, vraiment. C'est tout à fait le type d'événementiel qui me plaît, et puis c'est neuf. C'est une première édition, et j'aime bien les challenges. Et donc, Démian et Michel, là, ils ont vraiment bien réussi. Tu avais aussi Jean Robin, Antoine Pars, Patrice Pouillard en interview, un petit peu de ces personnes, notamment Jean Robin. Jean Robin, moi je le dis dans l'entretien, je le connaissais, j'avais jamais rien vu. Jean Robin, je l'ai rencontré
Alors lui, c'est le principe de la contre-initiation, cher à René Guénon. Et moi, je ne savais pas, je ne comprenais pas trop. T'en parles Et bien peut-être. voilà. Et puis maintenant, ça va, j'ai compris ce que c'était la contre-initiation. C'est-à-dire qu'il y a une tradition primordiale. Et puis à un moment donné, il y a eu un mouvement, une force extérieure qui est venue, qui a tout bousculé et qui a inversé les choses. Voilà. C'est Et comme une vertige qui est à l'inverse. Voilà. L'inverse, c'est l'estrogène. voilà. Et là, la domination du féminin et d'autres phénomènes. Et donc, Jean Robin pense que Rennes-le-Château, c'est un centre de fixation aussi. Ouais. C'était un lieu, le berceau de la tradition primordiale, enfin un des berceaux, en tout cas un point important, et que donc justement la contre-initiation a voulu se l'accaparer. Alors lui, il situe ça au niveau du Moyen-Âge. C'est intéressant parce qu'en fait, en Occitanie, il y avait beaucoup de. C'était un lieu très sophistiqué à l'époque en termes de culture, de spirituel, de liberté des femmes. Enfin, la vie était vraiment douce en Occitanie, alors que dans le Nord, c'était beaucoup plus, je dirais, moins riche, si tu veux. Et donc les barons du Nord sont venus s'approprier le Sud. Ton avis sur l'affaire Plantard et les relations sur cette inauguration? Alors ça, je suis conscient, mais s'il y a bien un endroit où on peut parler de Pierre Plantard, c'est justement la Château. Alors, Pierre de France. Alias. moi je l'ai pas compris. Moi, je sais pas. Donc il est déjà décédé. C'est difficile un peu de parler de quelqu'un qui est décédé, qui ne peut pas s'exprimer. Deuxièmement, on a expliqué que ça peut quelques personnes. Mais c'est un personnage qui était un peu différent, mais Monseigneur. Voilà. Sans, il n'y a pas de. Et voilà. Mal. Après, bon, moi j'ai posé des questions parce que bon, c'est pas facile. Des personnes qui ont fait comment on appelle ça, une enquête sur personnage. Il y en a qui l'ont connu. Bon, c'est un personnage Il assez. est sorti là, il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Donc tu as parlé. Là, tu as Ah oui, oui, oui. Bah, c'est assez oui, je l'ai vu. C'est assez particulier parce que c'est un personnage qui cloisonnait, qui faisait attention. Mais après, je peux pas. Je veux dire, s'il n'avait pas écrit, fait écrire L'Or de Sède par Gérard de Sède, L'Or de Rennes par Gérard de Sède, excuse-moi, bah, je sais pas, c'est moins intéressant. Si tu veux, c'est une affaire dans l'affaire. Voilà, pourquoi, comment, pourquoi ils ont fait ça, qui a fait ça, parce que c'est une œuvre collective, on ne peut pas imaginer que seul Pierre Plantard ait décidé de cela. J'ai l'impression que il y a beaucoup de personnes qui maintenant s'intéressent carrément à la mystification et ils comprennent que c'est là où est le nœud de l'affaire. Donc bon, il faut attendre. Parce qu'il y a plein de personnages autour de lui. Oui, Chaminet, exact. on est presque dans la comédie. Voilà. On Ben, est- peut-être que Mike, on est- tu pourrais t'intéresser au sujet, mais bon, voilà, c'est intéressant. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, compte, aucun n'a gagné d'argent. Ils ont tous été broyés par cette affaire, parce que c'est une affaire qui broie aussi. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles Monsieur Mise, c'est la phrase de Georges Combe, une affaire dont on ne sort pas indemne. ouais. Voilà, donc bon, voilà, moi j'ai maintenant du recul parce que c'est à travers le féminin, il me semble que c'est un sujet plus actuel, plus en phase avec notre époque. Et en ce moment, moi j'ai envie d'avancer vers un sujet d'une autre vibration, plus actuelle. Tu as des projets de travail en ce moment? Je tiens à continuer quand même sur Marie-Madeleine et le féminin parce que je vois que ça suscite de l'intérêt et j'ai quelques pistes que je suis en train d'explorer. Et après on verra. Je m'intéresse à d'autres choses comme les anciennes civilisations, D'accord. Sumer. Ah oui, Et c'est c'est intéressant. peut-être le Sumer, je pense que ça me passionne depuis au moins 15 ans. Peut-être. Ça va, ça va être- Justement, je ne veux pas trop m'inspirer D'accord. d'autres auteurs. J'ai mon propre ressenti sur Alors, quel est cette. ton ressenti? Je sais pas, je trouve qu'on est un peu trop. Comment t'expliquer il y a le bon, il y a les gentils et les méchants. Je pense que c'est pas. Voilà, je pense qu'il y a, voilà, on est dans le jugement. Il n'y a pas de bon Dieu et de mauvais Dieu. Seth, Osiris, Enki, Enlil, c'est pas si clair que ça.
tout ce qui est lié à l'ennemi de Cham, de Ashtar, Ishtar, Oui, voilà. Ashtarté. Donc voilà, Intéressant. j'ai une vision, moi je n'ai pas de jugement dans. Voilà, il n'y a pas de méchant. Ponce Pilate n'est pas un méchant. Donc quand on comprend les On l'a ressorts. fait passer. Voilà, c'est pour ça. J'aime bien les personnages qui sont critiqués, Ouais. qui sont ostracisés. J'aime bien ça. L'ostracisme. C'est un mot que je dis souvent. Ouais. Ça m'intéresse les personnes comme ça. Si c'est s'ils sont aimés par tout le monde, Ils sont lisses totalement. c'est un peu ennuyeux. Est-ce que tu as un message à faire passer? Oh non, simplement que bon, on est dans une période pas facile. Je vois les gens, on est en toute liberté, voilà, chacun s'exprime sans jugement. Et voilà, moi je suis optimiste pour l'avenir. On va peut-être passer des périodes difficiles, mais je suis vraiment optimiste pour l'avenir parce que il y a une génération qui est là. Qui a à peu près entre 30 et 40 ans, et c'est une belle génération. Ils sont déjà éveillés et ils vont peut-être nous rendre la vie un peu meilleure.